Particulier comme axe de communication, mais on va démarrer ça. Donc oui, ce qu'on m'a demandé de faire aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu comment avec Mautic, qui est une plateforme donc, de marketing automation en open source, on pouvait l'industrialiser, pour des clients finaux, mais l'industrialiser également pour d'autres éditeurs de logiciels, voire des intégrateurs ou des agences. C'est un peu le travail qu'on a fait depuis 5 ans, depuis 2015. Pour petit rappel, donc, nous, on est éditeur de logiciels de marketing automation, basé sur Mautic, donc, qui s'appelle Webmécanique. J'ai écrit un bouquin il y a 2 ans sur le marketing automation, parce qu'il n'existait pas grand-chose en France, avec notamment des exemples de scénarios, des choses comme ça, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'au-delà des logiciels, ce qui est important, c'est la mise en œuvre. Et donc Mautic, juste pour petit rappel, c'est un projet qui est né, qui a été créé par David Hurley, qui est américain, et qui a créé ce projet en 2014. C'est quelqu'un qui avait travaillé avant sur le projet de Joomla. Nous, on a démarré on a démarré fin 2015 et on a sorti une offre en début 2016. Autant dire que la version était encore un peu en carton-pâte, comme disent les Américains, c'était presque du slideware. Donc aujourd'hui, on participe à peu près pour 50% du code de Mautic, avec un autre acteur qui est Acquia, qui a racheté justement la plateforme Mautic en 2019. Donc, Acquia, c'est un éditeur américain qui a travaillé sur Drupal et qui notamment industrialise Drupal pour des grands comptes, plutôt pour le type L'Oréal, Nestlé. Alors ça tombe bien, on se partage un peu le marché puisque nous on est plutôt sur du small medium business. Ils sont sur tout ce qui est un plus d'1 milliard. Donc on a des problématiques en plus d'un point de vue communautaire qui sont très différentes. Ils ont des problématiques de scalabilité qu'on n'aura jamais. Voilà, on sera très heureux de les avoir, mais ils auront résolu le problème avant et nous on résout des problèmes plutôt fonctionnels sur des fonctionnalités dont on a besoin en termes d'ergonomie plutôt du small medium business. C'est la beauté de l'open source et la communauté. C'est pas facile ce micro à parler. J'aime mieux les micros mobiles, ouais. C'est possible? Quitte à rester là? Ça c'est plus facile à... Voilà, vous m'entendez bien? Juste quelques mots sur le marketing automation, puisque tout le monde n'est pas forcément un grand connaisseur de la chose. Le marketing automation, contrairement à ce que nous demandent beaucoup de nos clients, ce n'est pas que l'acquisition de nouveaux contacts, de nouveaux clients, c'est ça aussi, mais c'est aussi toute l'industrialisation en fait, des processus de relations commerciales, de marketing relationnel avec vos prospects, mais aussi avec vos clients. Et ça, c'est un point auquel je tiens, puisque... la grosse valeur ajoutée, c'est surtout sur la base de clients. À moins que vous soyez une start-up qui venait d'être créée dans l'année, la plupart du temps, vous avez un gros portefeuille de clients. Et ce portefeuille-là, il faut le faire vivre. Un, il faut le faire durer le plus longtemps possible. Deux, vous avez sûrement des offres complémentaires à leur faire souscrire. Et en fait, de faire vivre cette base au travers de vos sites de support, au travers de plein de choses que vous avez déjà en plus en général dans vos entreprises, ça permet d'augmenter ce qu'on appelle la lifetime value, donc la valeur de votre client dans le temps, et d'augmenter sa valeur instantanée également. Donc plutôt que de courir après des clients nouveaux qui coûtent très très cher à acquérir, bien souvent ça sert à industrialiser l'entreprise. Et cherry on the cake, ça permet d'apporter de la valeur vraiment à l'entreprise, puisqu'une entreprise ne vaut que par ses process. C'est ce qui est racheté quand on rachète une boîte, c'est d'abord les process qui ont été établis. C'est ça qui est long à mettre en œuvre. C'est pas que l'idée de départ dont on se fiche un peu quelques années après. Mais, et ça, on l'a vu pendant la crise du Covid, parce que c'était assez violent. Par exemple, j'ai un client industriel près de Lyon, Elcom pour ne pas le nommer, qui faisait du décolletage dans l'aluminium. Et ils ont développé, après la crise de 2008, justement pour lisser un peu leur activité, une activité de vente de rayonnage industriel. Et ils ont une approche digitale depuis assez longtemps dans leur milieu qui est assez novateur, et ils ont mis le marketing automation en place depuis 2016. Et pendant le premier confinement, ils ont fait x6 sur leur vente. Alors pourquoi x6? C'est pas que les gens se sont mis à faire du rayonnage industriel pendant qu'ils s'embêtaient chez eux. C'est tout simplement que tous leurs concurrents étaient fermés et que eux, tous leurs process étaient automatisés, donc ils continuaient leur vente comme d'habitude. Après, il fallait livrer, mais ils ont gardé aujourd'hui 25 à 30% de ces nouveaux clients qu'ils ont captés sur leurs concurrents pendant le premier confinement. Donc c'est juste gigantesque et énorme, et on voit la valeur ajoutée que ça peut avoir d'industrialiser ces process. Alors comment on industrialise ces process dans Marketing Automation? Eh bien, c'est tout ce qu'on trouve dans Mautic. Je vous présente un petit peu Mautic en fait en premier lieu, puis je vous montrerai après comment on s'en est servi et ce qu'on en a fait. Mais Mautic, on va trouver dans Mautic toutes les fonctionnalités dont on a besoin pour automatiser des workflows, donc des process
par rapport à vos sites. Donc on a besoin de quoi? De landing page, c'est-à-dire de pages d'atterrissage sur lesquelles on va faire passer les gens à l'action, hein, sur des thématiques comme des webinars, comme des livres blancs, enfin tout ce que vous avez comme matériel promotionnel, ou pas d'ailleurs, hein, ça peut être aussi des choses que vous avez sur vos sites de support. Encore une fois, on a un site qui s'appelle Zendesk, nous, pour notre support technique. Eh bien, ça nous sert de plateforme marketing, et on a gagné des clients des fois, de gens qui ont cherché sur Google, ils ont posé des questions sur Google, ils sont arrivés sur notre site de support technique et qui a répondu au travers d'une vidéo, d'un article, et en fait, ils sont devenus clients 6 mois plus tard parce qu'ils se sont souvenus qu'on avait apporté une aide à leur questionnement alors qu'ils étaient sur une autre plateforme logicielle à cette époque-là. Donc ne négligez pas vraiment tous ces supports-là pour les traquer. Et également, la Popin, alors c'est un truc qui permet de s'afficher sur un site web. Par exemple, je sais pas, sur notre site, quand vous êtes partenaire agence ou intégrateur, ou que vous êtes plutôt un compte final, comme on a renseigné ça dans le CRM, en fait, vous ne voyez pas apparaître les mêmes choses, on ne vous amène pas vers les mêmes endroits. D'accord? Donc c'est ce que vous vivez tous les jours sur Internet, hein, puisqu'à nous 4, à nous 5, même, si on va tous faire la même requête sur Google, on n'aura pas du tout les mêmes réponses, on n'aura pas du tout le même Internet, en fait. Et c'est un peu ce que vous pouvez faire et organiser au travers de votre entreprise. Deuxième chose très importante, c'est l'emailing, puisque l'emailing représente plus de 95% même si on parle toujours de logiciels multicanaux, la réalité c'est que ces 95% ça reste de l'email, qui marche très bien d'ailleurs quand c'est parfaitement ciblé, segmenté, quand on score le degré de maturité des gens, ça marche très très bien. Et l'idée c'est d'avoir à la fois des templates faciles à réaliser, mais également de pouvoir modifier, de pouvoir personnaliser ces emails. On peut tout personnaliser dans un email en fonction du segment auquel appartiennent les personnes, on peut faire de la B-testing, en fonction du niveau de scoring, en fonction de l'historique que vous avez. Donc un même email peut partir en 200 versions différentes liées à la personnalisation qu'on a à l'intérieur, qui n'est pas juste le changement du prénom. Troisième aspect, c'est la communication multicanal dont je parlais. Donc, même si c'est 95% c'est de l'email, le SMS est quand même quelque chose d'extrêmement important. Notamment, une plateforme de marketing automation que vous connaissez tous, c'est Doctolib, qui est quand même assez merveilleuse. Hein. Vous pouvez prendre votre rendez-vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec le praticien que vous voulez, enfin, à condition qu'il ait payé son abonnement. Et vous avez un rappel la veille, l'avant-veille, éventuellement les pièces qu'il faut que vous apportiez, la radio, etc. Et également un petit SMS de rappel avant d'y aller. Et en fait, le premier effet qui se coule, le premier effet de cette plateforme, c'est effectivement de baisser les frais de secrétariat des médecins. Mais le deuxième effet qui se coule, c'est que ça a baissé de 80% le taux de no-show chez les médecins. Donc ça change tout dans leur agenda, dans l'organisation et la prévisibilité de leur agenda. Donc il y a ceux qui en profitent pour passer plus de temps avec leurs patients, ceux qui en profitent pour faire plus d'argent, mais ça c'est leur choix. Mais dans tous les cas, on voit qu'une plateforme de marketing automation avec des process tout à fait acceptés, hein, tout le monde accepte de recevoir le SMS du TGV la veille pour lui dire que son train part à 7h30, voiture 3, place 32. On accepte très bien que ce soit un robot qui nous envoie ça. On ne se sent pas déshumanisé parce qu'on reçoit ce type de SMS à partir du moment où, quand en gare, quelqu'un est disponible lorsqu'on veut poser une question. Donc le CMS, mais également les réseaux sociaux. J'ai parlé de la Popin tout à l'heure. Donc il y a plein de contenus qu'on peut adapter, personnaliser en temps réel avec les différents acteurs. Évidemment, tout ça, on va pouvoir suivre les contacts, les entreprises, donc faire de l'ABM, de la compte-based marketing, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez un compte qui s'appelle BNP Paribas, qui vous achète habituellement le produit A, si tout d'un coup vous avez 15 personnes qui se connectent, que vous ne connaissez pas forcément d'ailleurs, vous n'avez peut-être que l'adresse IP, mais qui viennent quand même de BNP Paribas, on va le reconnaître avec l'intitulé du serveur, qui s'intéressent au produit B, c'est peut-être l'occasion pour la compte manager d'appeler ses contacts chez BNP Paribas pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a une fusion, une acquisition, un nouveau projet stratégique qui est en train de se mettre en œuvre. En tout cas, c'est un moment où il faut fermer la porte aux concurrents et peut-être une opportunité aussi de vendre plus, mais aussi fermer la porte aux concurrents parce que ceux qui savent vendre l'offre B, ils vendent peut-être la même offre A que vous. La clé du marketing automation, c'est quand même les scénarios. Donc les scénarios, c'est une série d'actions, de décisions que l'on doit prendre. En général, on part toujours, donc soit c'est un scénario push, c'est-à-dire que, je sais pas, vous invitez des gens de votre base à un webinaire par exemple, ou c'est un scénario qu'on avait appelé un trigger, la gâchette, c'est-à-dire quelque chose qui est automatisé en fonction d'un événement, ou tout simplement, par exemple, la séquence d'onboarding d'un nouveau client, eh bien, c'est quand dans votre CRM, vous cochez la case de prospect à client, eh bien, tout d'un coup, vous avez un scénario d'onboarding qui part avec un email du chef à plume qui dit bienvenue, félicitations, vous avez fait le bon choix, et voilà ce qui va se passer avec nous maintenant. Vous allez prenez rendez-vous pour votre première formation. Enfin voilà. Et ça, on peut le décliner pour le logiciel, mais on peut le décliner pour de la machine-outil, on peut le décliner pour tout type de service ou de biens de consommation courante, ou en B2B ou en B2C.
Ces scénarios, ils partent en fonction de conditions diverses et variées, et c'est ça qui permet vraiment d'industrialiser l'entreprise, aussi bien en amont de vente qu'en aval. On l'utilise même pour le recrutement. On a des cabinets de recrutement qui utilisent ce type de logiciel. Donc on va appeler ça de l'inbound recruiting ou du HR automation. Ça sert à faire vivre un vivier de candidats. Hein. Souvent le numéro 2 ou le numéro 3, ceux que vous n'avez pas retenu parce qu'il fallait bien en choisir un, ils sont très très bons et vous aimeriez bien les recontacter plus tard si vous ouvrez un même type de poste ou si le numéro 1 s'en va avant l'heure. Donc c'est ça qui permet vraiment d'industrialiser les entreprises. Et je le disais en 2016, ceux qui n'ont pas commencé ce genre de travail vont avoir des problèmes à partir de 2020 parce qu'ils vont avoir un fossé avec leur concurrence. Et le Covid nous en a fait la démonstration. Je vous ai parlé de mon client industriel, mais on l'a vu dans tous les secteurs, que ce soit l'automobile, l'immobilier, la santé. C'est vraiment dans tous les secteurs. Ceux qui ont fait cette démarche-là, parce qu'elle est longue à mettre en place, il faut écrire des contenus, il faut avoir conscience de ces scénarios, à qui on s'adresse, de comment on s'y adresse, c'est quoi les contenus qui intéressent les gens à tel moment. Et ça, c'est un vrai travail de fond, et c'est pour ça que je parle d'assets et de valeur d'entreprise. Dernier point, c'est le suivi des actions. Évidemment, ça permet de suivre à peu près tout ce qu'on veut. Donc le marketing des années 90, où on était obligé de réunir les gens dans une salle pour leur demander leur avis, est bien terminé, avec tous les biais cognitifs qu'on connaît. Aujourd'hui, on voit vraiment ce qui se passe pour de vrai, quoi. Si les gens y cliquent, si les gens vont là, si 6 mois ou 18 mois après, ils reviennent. Petite info, en termes de statistiques, moi quand j'étais commercial dans les années 90, je devais signer 2% des contacts que je contactais, en tapant dans mes fichiers clients, alors que ce soit en chasseur ou en éleveur. Aujourd'hui, nos commerciaux, ils signent 40% des leads qu'on leur transmet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les leads, ils sont beaucoup plus matures en amont. C'est-à-dire qu'on les a nourris de choses qui font que quand le commercial les appelle, en fait, le client, il sait déjà à peu près ce qu'il veut. Éventuellement, il hésite avec vous et un autre. Mais enfin bon, vous êtes déjà shortlisté. Et sur les 60% qui restent, il y en a à peu près la moitié qui va à la concurrence, normal. Et il reste une autre moitié, donc 30%, c'est des gens qui sont encore indécis. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas un niveau de maturité encore suffisant pour faire un choix là maintenant. Et dans ces 30%, on en re-signe encore 15 à 20% dans les 6 à 18 mois plus tard. Et ça, sans aucune autre action du commercial entre-temps, puisque là aussi, on va nourrir cette relation, on va continuer à la nourrir, et ce qui fait qu'on ne perd pas le lien. Mais ça, ce n'est pas consommateur de bande passante pour les gens qui sont en relation avec ce type de client. Donc, ce qui est très important, et au travers de tout ce que je viens d'évoquer, c'est l'intégration. C'est l'intégration avec les systèmes tiers. Donc, que ce soit des CRM, évidemment, ça paraît évident, mais également des ERP métiers, par exemple, des CMS comme PrestaShop, par exemple, des plateformes de webinars comme Webikeo, GoToWebinar. On a Livestorm qui n'est pas là, mais voilà, qui a été intégré il n'y a pas très longtemps. Ça, c'est hyper important parce qu'un webinar, par exemple, la plateforme de webinar, il faut qu'elle soit connectée à la plateforme Marketing Automation pour que tous vos scénarios en amont d'invitation de vos différents segments puissent être intégrés à la plateforme. Et également en aval, puisqu'en aval, il va partir plusieurs scénarios. Typiquement, nous, dans le logiciel, on peut avoir des webinars sur lesquels viennent se connecter aussi bien des clients que des prospects. Un prospect, on va avoir tendance à le renvoyer via des scénarios qui vont l'amener vers une démo à un moment donné ou à un autre. Pour un client, ça n'a pas de sens. Puisque la démo, il n'en a pas besoin, puisqu'il connaît déjà. Alors, à moins qu'on ait requalifié par derrière et que ce soit quelqu'un chez le client qui est nouveau et qui ne connaît pas encore. Mais ça, c'est un sujet qu'on traite d'ailleurs. Mais donc, vous pouvez avoir plusieurs scénarios en fonction de la segmentation des gens qui viennent à votre événement. Et ça, encore une fois, c'est totalement automatisé. Et si je me rappelle, dans les années 90, c'est Bibi qui s'y collait quand il fallait rappeler après un salon tous les contacts qui s'étaient inscrits et qui avaient eu le malheur de laisser leur adresse. À l'époque, c'était pas adresse email, c'était le téléphone. Le Nokia 9310. Point très important, le RGPD, les centres de préférence, ça vous le gérez très très bien avec le Marketing Automation, avec Mautic, puisque vous avez toutes les informations comportementales et historiques sur vos contacts. Donc c'est la plateforme idéale pour centraliser ces informations que vous pouvez avoir sur des systèmes tiers également. Donc finalement c'est très simple à partir de ça de créer un centre de préférence, c'est-à-dire de permettre aux gens de décider ce qu'ils veulent voir avec vous, ce qu'ils veulent recevoir, avec quelle intensité, à quel rythme. Mais c'est également l'opportunité de requalifier, notamment l'opt-in et le double opt-in. Ça vous permet de requalifier par exemple l'adresse email. En B2B, on estime, d'après LinkedIn, qu'on change de job à peu près tous les 18 mois. Alors, avec certains écarts types, mais enfin bon, tous les 18 mois, ça veut dire qu'une adresse email qui a plus de 18 mois, potentiellement, elle est plus bonne. Ça vaut le coup de mettre des triggers automatiques quand un contact retravaille avec vous, enfin se reconnecte à vos sites d'une manière ou d'une autre.
Si ça fait plus de 18 mois, et ça vous le synchronisez avec la connaissance, vous le mettez en mémoire, eh bien vous le redemandez un opt-in. Un opt-in, je rappelle ce que c'est demander l'autorisation de recevoir de la communication de votre part. Et puis si c'est non, c'est non, mais au moins c'est qualifié. Et le double opt-in, c'est-à-dire que quand la personne a dit oui, je veux bien des contenus de votre part, et éventuellement quel type de contenu et à quelle fréquence, on vérifie l'adresse email qui a été donnée. Et donc ça permet de nettoyer les bases CRM. Combien de clients ont des bases CRM en disant j'ai 20 000, 30 000, 100 000, 500 000 contacts, mais combien sur lesquels on peut réellement shooter. Et sachez que si vous ne nettoyez pas vos bases régulièrement, vous avez un gros problème, puisque les FAI vont vous rejeter, vous allez passer en spam, et je pense qu'à un moment donné, vous serez même interdit de campagne marketing, donc tout simplement de campagne de relations, de marketing relationnel. Donc c'est très très sain en fait de mettre en œuvre ce type de pratique. Et nous, on le conseille vivement et on l'accompagne. Pour créer les scénarios avec Mautic, c'est assez simple. Hein. On définit ses personas. Alors c'est assez simple et c'est compliqué à la fois. C'est-à-dire que ça prend du temps, c'est un travail laborieux. C'est un travail vraiment où il faut que la direction générale soit impliquée, il faut que la DSI soit impliquée parce que vous allez vous synchroniser avec d'autres systèmes, il faut que les DRH soient impliqués parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se mettre à créer des contenus, comme des gens du support technique par exemple, à qui c'était jamais l'émission et à qui il faut libérer du temps et peut-être même apprendre à faire une vidéo, à écrire un article. Donc c'est un point très important. Et puis surtout, ça va toucher à l'ensemble des processus de l'entreprise. Donc si la direction générale n'est pas impliquée, vous allez droit à l'échec. Donc on est très loin de solutions d'email automation, de type Sendinblue ou Mailchimp. On n'est pas sur le marketing opérationnel, on est vraiment là pour synchroniser, automatiser tous les process où une personne humaine n'est pas nécessaire. Encore une fois, le SMS que vous recevez pour le TGV la veille, c'est pas important que ce soit envoyé par le chef de gare. Donc il faut quand même bien définir à qui on s'adresse, à quel moment on s'adresse dans le parcours client, et à partir de ce moment-là, définir c'est comme l'objectif final de mon scénario, de ce trigger. On a vu trop de clients qui faisaient des scénarios hyper compliqués, hyper chiadés, qui allaient très 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 loin, et en fait souvent on peut le découper en 15 triggers différents, et c'est le meilleur moyen de se planter, de faire des choses trop complexes, donc faire des choses simples, très, très ciblées, quitte à les dupliquer sur différents segments, différents personas, modifier juste des contenus qui sont à l'intérieur, c'est peut-être l'email qui va changer ou le livre blanc qui va changer, mais c'est le même scénario. Et quand on fait des choses courtes, en fait, c'est le meilleur moyen de ne pas trop se tromper dans les process de type if, then, else, donc des conditions qui s'appliquent. Puis ça reste compréhensible pour tous. Et ensuite, on va fixer les étapes du parcours, donc au milieu. Et quatrième étape, on va créer les contenus appropriés. Donc, c'est quoi j'amène les gens sur quoi, sur quel type de landing page, sur quel type de webinar, sur quel type d'événement, sur quel type de contenu. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à ça, puisque Mautic, c'est le logiciel qui permet de faire tout ça. Déjà, Mautic, c'est une organisation qui a à la fois son site, mais aussi son forum, qui est très actif, qui a une plateforme pour le développement qui permet, ce qui nous permet de dire qu'on participe à plus de 50% du développement, c'est qu'on le mesure très clairement au travers de la plateforme GitHub. Le logiciel est disponible, je crois, aujourd'hui en 25 langues. Alors ça m'amuse toujours, je dis, notre logiciel est disponible en russe et en chinois simplifié, et on n'a aucun client ni en Chine ni en Russie. Donc c'est quand même la beauté là aussi de l'open source. Alors, sur les langues, c'est facile à comprendre, mais c'est vrai pour beaucoup de fonctionnalités, et notamment des intégrations à des systèmes tiers. Il y a beaucoup plus d'intégrations que celles qu'on utilise. Donc ça, c'est quand même aussi le gros avantage par rapport au système propriétaire. J'ai que des convaincus ici, j'imagine. Et puis on a sur Mautic également une base d'échange très régulière avec aussi bien d'un point de vue business que d'un point de vue technique à tout niveau. Alors l'ADN, nous qu'on a mis en place, c'est le framework Mautic. Le framework Mautic, on le propose, on a toujours 2-3 versions de retard par rapport à Mautic, c'est normal puisqu'on le débug, on le teste, on le valide et on permet la scalabilité chez les clients. Donc on a une version qui est hyper propre, testée, validée. Donc on a toujours 2-3 mois de retard sur les versions officielles. Ensuite, on le host. Alors, on le host chez OVH en France, chez Swiss Center en Suisse, aux États-Unis, je ne sais plus quel est le nom, en Australie, c'est encore un autre. On a différents centres un peu partout, selon les pays là où sont nos clients. On va faire à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires sur l'international, donc on est un peu partout. On fait appel à Mailjet qu'on a intégré également, puisque Mautic arrive nu, dans le sens où il faut l'héberger, il faut également lui apporter son système d'envoi d'emailing, et la délivrabilité dans notre univers, vu que c'est 95% des envois qui sont faits en email, c'est quelque chose de fondamental.
Et on fait la même chose avec les SMS, avec l'acteur Spotit. Et derrière, en termes de scalabilité, on a migré tout sur Kubernetes de manière à avoir une scalabilité importante. On a des clients B2C qui ont plusieurs dizaines de millions de contacts en base. Et en B2C, c'est des contacts qui sont activés en permanence. Enfin, c'est une fréquence, une intensité qui est très forte. Contrairement au CRM, le marketing automation demande beaucoup d'infrastructures, parce que vous avez vu tous les process du scénario. En fait, il y a des systèmes de conditions, des segments dynamiques, etc. Donc, un contact, quand il faut le gérer, il y a énormément de workflow derrière à gérer. Donc ça, c'est l'infra qu'on a mis en place pour nos clients, pour en faire non pas un SaaS, mais un MaaS, un Mautic as a Service. La marque est déposée, donc je peux en parler, mais je ne peux pas l'écrire. Et donc, il y a des intégrations qui sont faites. Je parlais de la puissance des intégrations de la communauté, donc qui sont faites par la communauté. Donc, tous les principaux logiciels du marché qu'on va retrouver, WooCommerce en CMS, Spot ou Salesforce sur les CRM, PipeDrive, GoToWebinar de Citrix. Bon, celle-là, c'est nous qui l'avons faite, mais pour les webinars. Et puis, il y a celles qu'on a fait développer spécifiquement, soit pour des clients, soit je vais en parler juste après, dans le cadre d'intégration OEM. J'en parle tout de suite. Que ce soit pour les CRM, que ce soit pour l'ERP, que ce soit pour l'e-commerce. On a des acteurs comme Ines CRM qui vient de se faire acheter par Ifici, donc on avait fait les deux, c'est bien. Que ce soit celle-ci qui est du CRM, PrestaShop qui a son stand là-bas, Livestorm il y a quelques semaines. Voilà, ce sont des acteurs avec lesquels on a un accord OEM, c'est-à-dire que c'est eux qui revendent la solution, alors Webmécanique ou Mautic by Webmécanique, mais qui revendent la solution à leurs clients. C'est-à-dire qu'un éditeur de CRM qui n'a pas de solution de marketing automation, PatronPoint par exemple, qui est un éditeur américain qui vend à des bibliothèques, donc il a un ERP pour les bibliothèques, intègre la solution de marketing automation à son logiciel. Et ça, là-dessus, on a une grosse expertise dans l'intégration en OEM. Alors, c'est pas vraiment l'OEM au sens industriel du terme, mais puisqu'on est en SaaS, mais disons qu'on retravaille même les interfaces, on va assez loin dans l'intégration, de manière à ce que le client final, en fait, ait l'impression que ça fait partie, c'est un module du logiciel, du progiciel qu'il utilise. Et ça, c'est assez puissant. PatronPoint, on a 140 bibliothèques aux États-Unis, au Canada, en Australie, que j'ai jamais vu et qu'on verra jamais. Et je ne sais pas comment on vend du marketing automation à une bibliothèque. J'en ai pas la moindre idée, je l'ai jamais fait de ma vie et je le ferai probablement jamais. Donc c'est la beauté de la chose. Quand on fait un SaaS à partir d'une solution open source, c'est bien beau de le mettre en œuvre avec une infrastructure qui fonctionne et qui se déploie bien. La question, c'est comment vous formez les gens, puisque la question sera toujours la même. C'est que les gens, s'ils n'utilisent pas la solution, à un moment donné, ils vont se désabonner. Donc la clé, c'est quand même de monter des programmes de formation. Et quoi de plus beau que d'avoir un programme qui est totalement digitalisé, disponible en 24/7. C'est ce qu'on a réalisé il y a début 2020. Début 2020, pardon. On l'a fait en 2020 et on l'a proposé début 2021. Le confinement nous a aidé à accélérer ce projet. On a tous un peu plus de temps. Et ça permet aux clients de se former en 24/7, c'est-à-dire quand ils veulent, au rythme où ils veulent, et de revenir sur des fonctionnalités quand ils le souhaitent. Et on fait un programme où on sort un nouveau module tous les mois sur des sujets plutôt stratégiques, plutôt fonctionnels. Et la communauté Mautic nous aide pas mal là-dessus, parce qu'en fait, toutes les questions qu'on voit passer dans les forums en termes d'utilisation du logiciel, on va retrouver des manques en termes de formation qu'on va inscrire aux différents modules. Jusqu'à une certification qui va permettre d'avoir un diplôme autour de Mautic. Également, c'est important d'avoir une équipe de support, de Customer Success Manager, de support technique, qui assure la proximité avec les clients et qui sont dédiés. Et la dernière chose, c'est ce que vont vous demander la plupart des clients qui ne vont pas trouver dans le logiciel s'ils se contentent de le télécharger. C'est la réassurance au travers des différentes normes marché sur la disponibilité ou d'autres choses, mais également sur le SLA, sur le taux de disponibilité. Aujourd'hui, on est à 99,9%. Et ça, c'est un point extrêmement important qui est dans tous les contrats. Dernier point qui est dans tous les contrats et qui arrive, et que ça, je n'avais jamais vu sur mes 30 dernières années, c'est la grosse défiance par rapport aux solutions américaines.
Et on voit sur les contrats arriver des choses comme est-ce qu'il y a un US citizen dans votre entreprise, si une puissance étrangère veut accéder à nos données au travers de votre logiciel, merci dans la mesure du possible. Moi, je vais toujours rajouter dans la mesure du possible parce qu'avec un flingue sur la tempe, c'est toujours moins facile. Mais dans la mesure du possible, merci de nous en avertir. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, il y a de gros besoins de solutions alternatives en Europe par rapport aux solutions américaines. Et ça, on le voit dans Marketing Automation, dans le CRM, mais je pense que c'est vrai dans tout. Et l'open source peut nous aider grandement à proposer des solutions en SaaS à nos clients avec un SLA qui sont des alternatives européennes, puisque entièrement gérées par des Européens sur des infrastructures européennes. Et ça, il y a un large panel disponible. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a mangé le temps qui inclut les questions aussi. Mais de toute façon, là, vous avez 9 minutes de pause pour poser vos questions en off ou comme vous voulez. De toute façon, c'est libre. On reprend dans 9 minutes pour la session suivante. Ah oui, voilà, oh là là, si on est dans les blagues sur l'open source, on est mal parti. Merci beaucoup pour cette présentation et donc rendez-vous dans 9 minutes.